monde! Aujourd'hui, comment jouer à Uprising, The Curse of the Last Emperor. On va commencer par la mise en place. Ici, c'est une mise en place pour 2 joueurs en mode normal. Donc, on place les hexagones de terrain. Ici, aux 2 extrémités, on voit les hexagones des joueurs. Donc, ici, le joueur blanc et le joueur bleu ont leur hexagone de départ. Ensuite, on a ici une Sea Tower et au milieu, c'est la capitale avec ses garnisons, une triple garnison. Et on voit des hexagones non explorés avec leurs garnisons chacun en haut et en bas. Donc, en côté des hexagones de départ des joueurs, on a un squelette avec une curse. Ici, le tableau, on a placé le marqueur d'événements, on a placé les événements, les items du marché avec les 3 disponibles, le deck de quêtes avec les 3 quêtes disponibles. Ici, le plateau des Némésis, donc le chaos et les forces de l'Empire, avec l'Empire avec ses garnisons qui sont comme les gens de petits châteaux, et les légions qui sont les standees, et le chaos avec ses curses, ses squelettes et ses hordes. Ici, les plateaux joueurs avec chacune de leurs troupes, leur havre de départ, les cartes de départ, le deck de feat, la carte du personnage avec 5 ressources de chaque, puis c'est 8 jetons d'action. Et ici, on voit la même chose pour le joueur bleu avec sa carte personnage. On prend 5 cartes Légion et 5 cartes Horde pour faire le deck des deux Némésis. Et les cartes de plus, on les laisse dans la boîte ou de côté. Il y a certaines mécaniques qui vont nous dire d'y avoir référence. Sinon, elles ne sont pas ajoutées. Comment ça se joue? Ça se joue par une succession de phases avec un marqueur. Ici, on a donc la première chose, c'est révéler une carte druide. Aux 4 coins, on a des cartes druides. Donc, là, ce qu'on ferait, c'est qu'on la révèle. Je vais révéler celle-ci, par exemple. Et là, ce que ça dit ici, ça va être en combat, donc dans la phase archer ou de corps à corps. Tu peux placer ton unité la moins chère en ressources de la réserve là. Donc en gros, ça te permet. Et là, ce que ça dit en dessous, c'est maximum 5 unités par hexagone. Ça s'applique après les dégâts, une fois par ronde. Ensuite, on flip les cartes qui sont face down. Il faut savoir que ces cartes-là, il y en a comme ici, on voit celle-là, c'est marqué flip. Donc si je l'avais utilisé un chapitre subséquent, elle serait comme ça. Donc à ce moment-là, je la remettrais up, ce qui permettrait de la réutiliser durant ce chapitre-là. Regagner 8 actions. On a nos actions, donc quand regagner nos actions, c'est que je vais toutes les enlever de mon plateau de joueurs. Moi, je les place sur mon personnage et je peux les placer à côté. Et là, ça va me permettre de les réutiliser. Après ça, on donne 3 nouveaux items. Donc, on défausse les 3 qui sont présents sur le marché. Puis on en met 3 nouveaux. Comme je disais, on enlève les 3 trucs du marché. On en met des nouvelles. Même chose pour les quêtes. On enlève les quêtes qui sont encore présentes et on en met 3 nouvelles. Même chose avec les quêtes. Donc, on prend les quêtes qui sont là. On les met dans la défausse. Puis, on en met des nouvelles. Et ensuite, on passe le marqueur premier joueur. Et on passe le premier joueur à l'autre faction.
La phase suivante, c'est la phase d'événement. On commence par monter la menace de toutes les légions et les hordes. On augmente le niveau des hordes et des légions de 2. Le premier joueur lit l'événement du chapitre en cours. Tourne l'événement, quand c'est le truc 1, et il lit. Donc, là, vous voyez, il y a le nom, il y a le niveau auquel les légions et les hordes vont apparaître. Il y a un peu de fluff. Et ici, ça dit placer un sel sur chaque ex non exploré qui montre du sel. Puis quand on explore cet ex-là, on le gagne. Deuxième partie, encore du fluff. Ici, ça dit placer une légion avec niveau 4. Donc là, j'irai piger une légion. Je mets donc une légion. Je mets son niveau 4. Donc avec un petit marqueur. Et là, quand on tire ça, il y a un effet immédiat. Donc là, ici, dans ce cas-là, on placerait on placerait sa cible. On placerait une garnison pour chaque ex. Ok, donc une garnison pour chaque ex qui a une garnison. Les, euh, les légions viennent sur la capitale et ensuite on place son marqueur. Les légions, eux, vont cibler les havres, généralement le havre le moins défendu. C'est les joueurs qui vont décider lequel. Les règles, c'est ils vont cibler ça va être le havre le moins défendu d'un joueur qui est déjà pas ciblé par une légion. Donc, on va dire dans ce cas-ci, il va cibler les blancs. Donc le but de celui-là, ça va être d'aller là. Ensuite, on place une horde avec un niveau 4 sur un ex vide adjacent à une Sea Tower. Si on a pioché une horde, on va mettre son petit marqueur au niveau 4. Et là, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc immédiatement, il fait une infestation de zombies. Donc on place une curse sur son ex. Ça disait sur un ex vide adjacent à une Sea Tower. Généralement, on évite de les mettre où est-ce qu'on veut explorer. Moi, je veux dire que je la mets là. Et je vais rajouter une curse. Une curse avec. Et pour finir, on place une curse sur n'importe quel X qui n'a pas de X et vide si possible. Si on remarque, ici, il y a un X, ce qui veut dire que c'est pas bon. Donc, on pourrait la placer là. Ici, elle n'est pas vide parce qu'il y a une garnison. Donc, on va la placer là. Et on place un jeton d'activation sur chaque carte Légion ou carte Horde. Et si c'est le dernier chapitre, au lieu d'en mettre juste un, on en met deux. On place un activation token sur chaque carte. Une sur la Liche, une sur la garde impériale et une sur le Coven de Issa. On passe à la phase de construction. Donc, on commence par tirer deux cartes de feat. Ça, c'est les decks propres à chaque personnage. On en choisit une et on met l'autre sous le paquet. Donc, on prend notre deck. On vient chercher deux cartes. Et là, on choisit. Donc, j'ai ici une qui, en corps à corps, permet de la flipper pour gagner un bouclier pour chaque Beastmaster qui est dans mon combat. Donc, le Beastmaster, c'est une troupe élite là, qui représente la cavalerie. Ou sinon, ici, je peux payer un sel pour tourner n'importe quel de mes dés qui montre un crâne. Dans ce cas-ci, je prendrais celle-là. Il y a plusieurs types de cartes avec toutes des actions différentes. Il y a celles d'action, un peu comme celle-là qu'on a vu tantôt. Et il y a celles-là ici qui vont monter les attributs des personnages. En gros, quand on la choisit, ça nous donne trois ressources de ce qu'on veut et on choisit si notre personnage reçoit un dé de
force ou un dé de magie en plus. Donc, on viendrait la placer sous le personnage pour augmenter son pool de personnages. On voit ici, donc là, on a l'image. Et là, on voit ici, ça, c'est son pool de dés. Donc, lui, il lance 1 de force, 3 de leader, puis pas de magie, pas de guilde. Faut savoir que les dés du personnage, c'est pas pour le combat, c'est pour résoudre des quêtes ou d'autres actions dans le jeu. Nos leaders ne sont pas des guerriers. Et chaque faction a différentes façons de fonctionner et a un leader différent. Donc, selon comment on veut jouer, on peut décider de prendre un leader différent, sachant que le deck change en conséquence aussi. Et ensuite, on peut construire donc nos unités. On va recruter nos unités. On va améliorer les défenses de nos havres, soit en plaçant des tours, des palissades qui vont nous donner des bonus défensifs. Comment on construit? C'est marqué ici. Je peux déployer des autistes, celui-là, des autistes, des Son of the Bow, des Beastmasters, des Rangers. Je peux mettre des murs sur mes havres, donc sur ces petits trucs-là, et des tours de défense. Et tout ça a un coût. Donc là, on voit ici un sel, un matériau de construction, 3 sels, etc. Et là, on utilise nos ressources qu'on a euh, pour le faire. Donc moi, cette race-là a une mécanique où j'ai une carte que je peux flipper, puis ça va me donner un sel pour chacun de ces. Donc je vais essayer d'aller chercher le maximum de ça. Donc ça me coûte 4 sels et 4 matériaux de construction. Puis il faut faire attention parce que les matériaux de construction, ceux-là, sont utilisés pour plus tard construire les havres, et les havres nous permettent de contrôler le terrain et d'avoir plus de ressources. Mais il faut garder toujours à l'esprit qu'on peut toujours échanger 3 d'une même ressource contre une d'une autre, et c'est pas une action. Donc là, je pourrais le faire pour augmenter mon combat ou mes troupes, ou je peux les garder pour plus tard pour me construire un arbre. Mais là, mon but, c'est d'aller chercher le maximum de sel. Donc, je vais aller placer ça. Je les place sur un hexagone où j'ai un arbre. Si j'avais plus d'arbres au cours de la partie, je placerais mon héros sur un hexagone euh, exploré libre pour pouvoir mettre des troupes dessus. Et il faut savoir qu'on peut juste avoir 5 de nos unités sur le même hexagone. Ensuite, là, il me laisse de la place pour un. Donc, mais là, j'ai plus beaucoup de ressources. Donc, on va rester comme ça. Si j'avais voulu placer des tours et des murs, ben, j'aurais payé un matériau de construction pour chaque. Et là, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, je placerai un mur et une tour, comme ça. Ce qui me donnerait des dés de plus si je me bats sur l'hexagone où j'ai mon arbre avec ses défenses. Et là, on passe au principal moment du jeu qui est la phase d'action. Donc, les joueurs font des actions à tour de rôle jusqu'à ce que tout le monde soit à court d'actions disponibles. Il y a deux types d'actions, les actions qui n'arrêtent pas notre tour et les actions qui arrêtent notre tour. Comment ça fonctionne? Ben, si je veux faire un move, je vais mettre un cube d'action dessus et ça va faire que je vais déplacer mon héros. Donc là, il faut savoir que le héros, quand on le déplace, ne déclenche pas les combats et c'est la seule de nos figurines qui peut se déplacer sur un hexagone inexploré. Je peux faire des échanges. Ici, ça va me donner un sel. Et si mon héros est sur le même hexagone qu'un autre héros, donc le héros peut donner donner ou recevoir des ressources provenant des autres, euh, aussi des items. Donc en gros, si deux héros se rencontrent, on peut faire un échange là-dessus. L'action command, ça me coûte un éléphant et ça me permet de déplacer mes troupes sur un hexagone
explorer. Dans ce cas-ci, je pourrais déplacer mes troupes et venir là. Il faut savoir que après cette action-là, si des unités se retrouvent sur le même hexagone que des unités ennemies, ça déclenche un combat. L'action explorer. Donc, si mon héros est sur une case non explorée sur laquelle il n'y a pas de curse, on va tourner le truc pour l'explorer. Ici, il y avait déjà une garnison. On vient tourner ça. Donc là, on a le Frosthold Pass. Ici, donc ce que ça dit, c'est on gagne 2 matériaux. Si c'était vide, on placerait une garnison dessus. Si elle n'était pas, on renforce. Donc, ça veut dire qu'on va mettre un étage de plus, ou s'il y avait des squelettes, ça mettrait un squelette de plus. Et ça dit de placer 2 garnisons sur un hexagone vide. Non, sur des hexagones vides qui n'ont pas de X. Et là, vous voyez ici, il y a des petits pics, c'est des montagnes, c'est que ça fait des terrains infranchissables. Il y a juste, en fait, il y a juste nos héros qui peuvent les franchir. Les squelettes, nos unités, les hordes, les légions ne seraient pas capables de passer. Donc, vous vous rappelez tantôt que lui veut aller là. Ben là, ça veut dire qu'il va être obligé de faire un détour, il ne pourra pas passer en ligne droite. Ça, on va le voir tantôt. Donc là, ici, je recevrai mes 2 matériaux. Là, mon héros était ici. Là, je rajoute un étage. Donc, ça veut dire qu'il est rendu avec 2 garnisons ici. Et là, je placerai 2 garnisons sur des hexagones vides. Placer un arbre. Donc là, il faut que je paie 2 matériaux. Et ça me permet de prendre un de mes arbres et de le mettre où est-ce que mon héros est là. Il faut que la case soit vide. Imaginons que, en faisant des commandes, j'ai ramené mes troupes là, j'ai battu la garnison, j'ai marqué mes points. Là, en dépensant les trucs, oups, je place mon arbre. Ce qui veut dire que quand ça va être le temps de produire, je vais produire plus de ressources, en plus de gagner celles qui sont sur la tuile. Le marché, c'est simple. On regarde une des 3 cartes disponibles au marché et on paye son coût en sel avec la limitation de nos capacités de notre personnage. Donc, moi, je voudrais, mettons, avoir celle-là. Ça me coûterait 2 sels. Et il faut que j'aie le 1, c'est ma limitation. Donc, il faut au moins que j'aie un dé rouge pour pouvoir l'avoir. Donc, là, dans ce cas-ci, je la flippe pour détruire un squelette sur un ex qui est adjacent ou je la défausse pour détruire 2 squelettes. Donc là, je la mettrai avec mes autres cartes, sachant qu'on est limité à 10 cartes actives au maximum. Si on veut en mettre plus, il faut en défausser euh, d'autres pour pouvoir les placer. Et dernière action, faire une quête. Exemple, je veux faire cette quête-ci qui était dans les 3 quêtes disponibles. Là, ce que ça dit, c'est qu'il faut que je réussisse au moins un des objectifs. Donc, soit avoir 3 crânes, un bouclier ou 2 éclairs. Et selon ce que je vois ça, je vais avoir une récompense. Si je la réussis, je vais aller ici. Si je l'échoue, je vais aller là. Donc, on se rappelle de ce que mon personnage avait. Soit un dé rouge, un dé mauve et 2 dés de mon choix entre le jaune et le blanc. Donc là, ici, j'ai réussi ça, ça me donne un point de victoire. Ici, je peux défausser un item du marché. Et l'autre, après ça, je peux gagner un item du marché que je peux utiliser. Donc là, je vais prendre mon dé rouge, mon dé mauve. Puis je vais prendre 2 dés blancs. Parce que ici, on voit, on a une charte de dés. Donc là, je vais essayer d'avoir au moins 2 choses. Donc les crânes, puis les boucliers. Puis on voit que les dés jaunes ne me donnent pas de bouclier. Le dé rouge non plus, puis le dé mauve non plus. Fait que si je prends le dé jaune, j'aurai aucune chance d'avoir des boucliers. Donc là, on lance les dés. Si j'avais eu des items qui modifieraient mes jets là, j'aurais pu l'utiliser. Donc là, on voit ici, j'ai 3 cartes. Donc j'ai réussi ça. Je peux défausser un item du marché.
Ensuite, j'ai un bouclier, donc ça me donne un point de victoire. Donc j'avance un point de victoire. Et j'ai pas deux éclairs. Donc c'est réussi, je n'ai réussi au moins un. Donc je gagne des ressources pour chaque crâne que j'ai eu. Et ensuite, je défausse la quête. Donc là, ça me donnerait 3 ressources de mon choix. Puis là, ce qui est important à savoir, à se rappeler, c'est que les quêtes qui sont défaussées ne sont pas remplacées. Donc, ça veut dire que si on n'a pas de quête qui permet de remplacer des quêtes, ben, ça se peut qu'on soit à court de quêtes avant la fin du chapitre. Donc, comme c'est un jeu coopératif, il faut quand même bien maximiser qui va faire quoi dans les quêtes pour augmenter nos chances de réussite, puis pas faire un peu n'importe quoi. Le combat se résout de la façon suivante. On, Avant le combat, on vérifie le terrain, les filles qu'on va utiliser, les habilités des légions et des hordes. Les terrains, c'est ça ici. Si on est sur de la glace, ça n'a pas d'effet. Si on est sur le bois, dans la forêt, on peut relancer 2 dés, jusqu'à 2 dés. Si on est dans les montagnes, on peut utiliser seulement un dé d'archer. Si on est sur une curse, il y a seulement le chaos qui peut utiliser des éclairs. Et si on est dans les marais, les dés rouges deviennent des dés blancs. Et si on est dans les Badlands, les unités qui sont les Riders, donc la cavalerie, peut être utilisée durant la phase d'archer. On fait une phase d'archer, donc ça se passe une seule fois dans le combat. Ça se passe simultanément, les deux factions lancent leurs dés et on utilise les feats, les items, puis on résout le combat. Donc, archer, rolling, before damage, damage, after damage. Et là, une fois qu'on a fini l'archer, c'est les phases de corps à corps. Là, c'est le même principe, mais on regarde toutes les unités qui attaquent au corps à corps. Et on répète ça jusqu'à ce qu'une des deux factions en cause soit éliminée. Et ensuite, on résout le, le après-combat. Dans ce cas-ci, je suis sur une curse et je me bats contre un squelette et j'ai pas d'arche. Juste pour les biens de la course, on va dire que j'avais un archer qui est représenté par le dé blanc. Donc, je vous montre un peu à quoi ressemblent les dés. Il y a des crânes, ça veut dire que ça c'est les dégâts qu'on fait. Chaque dégât qui passe sur un autre élimine une unité ou descend de 1 le niveau de menace d'une horde ou d'une légion. Il y a les boucliers. Ça, chaque bouclier enlève un crâne à l'adversaire. Et sinon, il y a les éclairs. Les éclairs nous permettent d'utiliser les capacités des cartes druides pour les joueurs. Et pour les légions, c'est les capacités qui est marqué sur leur carte. Les garnisons n'ont pas de capacité spéciale. Et les squelettes, ça leur fait reparaître un squelette. Le joueur peut aussi utiliser ses éclairs pour enlever les boucliers de l'adversaire. Donc là, on regarde. Moi, j'ai un dé blanc. Les squelettes, ici, on voit la charte là. Donc, les squelettes, ils n'ont pas de phase d'archer. Puis, quand ils vont être au corps à corps, ça va être un dé rouge. S'il y était 2, ça serait 2 dés rouges. Puis, il peut avoir plus que 2 squelettes. Parce que dès qu'il y a 2 squelettes en place, ça devient une horde. Et si c'était une garnison, ben, un étage, il y a un dé blanc en archer. 2 dés, 3 dés sur le nombre d'étages. Puis ensuite, ça, c'est les dés qui vont lancer au corps à corps. Donc, comme on a vu, le squelette n'a pas de, euh, de dés en phase d'archer. Moi, j'en ai un. Donc là, ici, j'y ferais, je le tuerais. Et quand on élimine un étage de garnison ou un squelette, ça nous donne un point de victoire. Si c'est des hordes, on diminue son niveau, puis une fois qu'on a enlevé tout, quand il tombe à niveau 0, on reçoit le nombre de points de victoire qui est indiqué sur la carte. Exemple, ici, en bas, si détruit, gagner 4 points de victoire. Chaque joueur gagne son... Parce qu'ils peuvent faire des choses pas le fun, comme nous enlever des actions. Imaginons que j'ai eu un blanc, donc j'ai pas tué le squelette en phase d'archer. Là, on tombe en phase
de corps à corps. Donc, mon archer peut toujours tirer en corps à corps. Et ensuite, j'ai mes 3 Zord Sister. Et lui a son dé rouge. Donc, lui, il se ramasse avec un crâne et un éclair. Et moi, j'ai 2 crânes. Donc, ça se passe en même temps. Là, je l'élimine, ce qui me donnerait un point de victoire. Lui, il me fait un des dégâts. Donc, on va enlever celle-là. Et ça irait dans le cimetière de sa faction. Et là, comme il y a un éclair, ça reviendrait. Et là, on repart, vu que il y a un squelette qui est arrivé. Donc, ici, il a lancé un blanc. Oups, moi j'ai lancé un jaune de trop, juste pour dire que c'est ça. Là, je l'élimine, ça me donne un point de victoire de plus et le combat est terminé. Une fois que tous les joueurs ont passé, on est rendu à la phase de Némésis. Donc, c'est là qu'on va activer les hordes et les légions à tour de rôle, en commençant par la carte qui a la plus basse initiative jusqu'à la plus haute. La Lich Queen qui a l'initiative la plus basse commande. On enlève son marqueur. Les hordes, quand ils s'activent, commencent toujours par mettre une curse. Il y en a déjà une. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont avancer le marqueur de points. Elle a avancé ses points. Là, dans ses règles à elle, elle n'a pas le droit de s'éloigner. Donc, on calcule toujours le trajet le plus court vers la capitale. Elle n'a pas le droit d'aller plus loin de la capitale. Ensuite, elle voudrait aller sur un arbre si possible. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Elle irait sur des unités ennemies. S'il y en avait, il n'y en a pas. Donc là, dans les séquences, on tombe sur un hexagone vide. Si il y aurait toutes des hordes, mais dans ce cas-ci, c'est tous des hexagones vides. Donc là, on fait le calcul. Ici, mettons 1, 2. Ça va là, c'est 1, 2, 3, puis 1, 2, 3. Là. Donc, elle n'a pas le choix. Elle vient ici. Puis elle va s'activer. Puis là, elle va attendre son prochain tour pour s'activer. Si elle était tombée, par exemple, sur une garnison, ça déclencherait un combat entre l'Empire et la Horde. Et s'il y avait eu des joueurs, même chose. Donc, des fois, on peut se placer, évaluer où est-ce que le Némésis va se déplacer pour être sur son chemin, pour pouvoir faire un combat défensif, dans le cas où on n'aurait plus de nourriture pour faire l'action commune. C'est au tour de la garde impériale. On se rappelle que la garde impériale veut aller sur, donc là, on ne voit pas là, mais sur mon hexagone, sur mon havre qui est là. Et lui, sa règle de fonctionnement, c'est elle va toujours se rapprocher de sa cible. Quand elle s'active, première chose qu'elle fait, c'est qu'elle met une garnison. Quand elle est sur la capitale, elle ne peut pas en mettre. Normalement, si la garnison serait déjà pleine, il gagnerait un point de victoire. Sauf sur la capitale, à la place, sur la capitale, elle va mettre une garnison sur un hexagone vide. Exemple, celui-là. Si sur le plateau, il n'y aurait plus d'hexagone vide dans X, elle rajouterait des étages à des garnisons déjà existantes. Si les garnisons auraient tous 3 étages, ben là, dans ce cas-ci, elle marquerait un point de victoire. Si la garde impériale est sur un hexagone qui a déjà 3 étages, dans ce cas-ci, elle marquerait un point de victoire au lieu de placer un étage de plus. Là, elle a mis son truc, là, elle veut se déplacer. Donc, elle veut se rapprocher de sa cible. Là, on se rappelle qu'ici, il y a des montagnes, elle ne peut pas passer. Donc, elle veut se rapprocher. Donc, elle a 2 choix, ici ou là. Ses règles de fonctionnement, ça serait sur un arbre. Il n'y en a pas. Ensuite, unité ennemie. Les curses ne sont pas des unités ennemies. Donc, ça donne pas. Donc, après ça, ça va être sur un hexagone vide. Il n'y en a pas non plus. Donc, ça va être sur n'importe quel hexagone. Là, ça va être au choix des joueurs. Donc, les joueurs peuvent décider, ça serait plus intéressant pour nous de la faire venir là parce qu'il y a des chances qu'amener à la Lich puis elle se taperait. Donc, on pourrait utiliser le jeu contre lui-même
parce qu'on se rappelle que la liche est juste à côté ici. Donc, on pourrait utiliser le jeu contre lui-même dans ce cas-ci. On dit, viens là, ça finit son tour. Une fois que les Némésis ont joué, c'est la phase de production. Donc, on commence par recevoir tout ce qui est sur nos havres. Par exemple, ici, j'ai 2 havres de partie. Donc, ça me donne 3 sels, 2 matériaux et un éléphant. Ben, un éléphant, une nourriture. Donc, ça, je rajoute dans mes ressources. Puis, ensuite, si on contrôle des hexagones sur le terrain avec nos havres, on reçoit aussi les ressources sur ces havres-là. Ici, ça va me donner 2 matériaux de plus. Ici, un de chaque de plus. Donc, au total, 3 matériaux, un sel, un éléphant de plus. Et là, je vais l'ajouter. Phase de pointage, on commence par faire le pointage de l'Empire. Donc, chaque hexagone où il y a des garnisons dessus lui donne 1 point. Chaque légion en jeu lui donne 1 point. Et ensuite, il reçoit 2 points pour chaque faction dans son cimetière. Et là, c'est bien important, c'est pas par unité, c'est par faction. Nous, on a fait l'erreur au début de compter ça par unité et ça fait quelque chose de vraiment impossible à battre. Donc, c'est vraiment par faction. L'Empire, on voit ici, il y a 6 hexagones avec des garnisons. Il y a une légion en jeu. Puis, son cimetière est vide, qui lui fait un total de 7 points de victoire. On fait la même chose avec le chaos, donc chaque curse en jeu, c'est un point de victoire, chaque horde un autre point, et chaque faction dans son cimetière lui donne 2 points. Le chaos a 3 curses, une horde, puis il y a une faction dans son cimetière, ce qui lui donne 6 points de victoire aussi. On retourne les unités qui sont dans les cimetières aux réserves concernées, donc dans les réserves des joueurs et dans les réserves des Némésis aussi, parce que le jeu se bat contre lui-même. Et on finit par le pointage des joueurs, donc 2 points par havre en jeu. Ensuite, les hexagones qui donnent des points de victoire, c'est là qu'on les marque. Et on peut payer 5 ressources pour avoir 1 point. Généralement, c'est ce qu'on fait à la fin du dernier chapitre parce qu'on veut nos précieuses ressources pour produire des armées au chapitre suivant. Donc, généralement, on réserve ça à la fin. Exemple, le joueur blanc a 2 havres, a un hexagone qui lui donne 1 point de victoire. Le joueur blanc marque 5 points. Maintenant, on a fini toutes les phases d'un chapitre. Donc, on recommence le chapitre suivant en révélant une carte de druide et on résout tout ça jusqu'à la fin. Voilà, c'était un petit tour rapide de comment jouer à Uprising, The Curse of the Last Emperor. C'est un jeu qui est vraiment intéressant. C'est un beau co-op. J'espère que ça vous a donné le goût d'y jouer.